Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour la deuxième partie des sorties manga de janvier 2021. Ça a pris bien du temps, parce que quand même, on est déjà fin février. Mais c'est parce qu'il y a le dernier tome de cet épisode qui est arrivé très tard, et donc j'ai pas pu lire avant, donc ça a tout bloqué. Et donc, comme il y avait plus de 10 tomes, j'ai fait deux parties, et je vous mets la première partie dans le petit i. Voilà. Maintenant on a plus de temps à perdre, on est parti. Ça va être très rigolo parce que les 4 premiers tomes de cet épisode, je les ai lus il y a un mois. Donc pour en parler, ça va être très pratique. Alors, Chainsaw Man tome 6. La dernière fois, on avait Denji qui était un peu perdu dans ses relations amoureuses et qui découvrait Reze, qui semblait parler à son petit cœur d'une manière bien agréable. Et en même temps, l'auteur nous a mis quelques doutes sur le personnage, vu les relations qu'elle a et les discussions particulières qu'elle a à l'école. Et bien, on découvre très rapidement la vérité sur elle. Et ben, on a un combat qui prend tout le tome, qui est très bien trouvé, qui montre bien la détermination d'un peu tout le monde, qui remontre à nouveau la passion de l'auteur pour le cinéma, vu qu'on retrouve le fameux film Sharknado, vu qu'on a un démon tornade et un démon requin. Évidemment, bah, le démon requin dans le démon tornade, et bam, Sharknado est parti. On a des idées de développement assez sympathiques pour l'ange et pour Aki, qui continuent de se perdre un peu tous les deux. Parce que l'ange a un rôle particulier entre le fait d'être entre la vie et la mort, entre le bien et le mal. Parce qu'un démon ange, tu vois, c'est toutes les nuances et les subtilités qui existent chez l'humain. Alors qu'Aki s'enferme totalement dans les ténèbres, parce qu'il a sa vengeance et il va un peu loin des fois. Et surtout, on a un combat qui se gagne grâce à l'intelligence et à une utilisation nouvelle du pouvoir de la tronçonneuse, plutôt que juste grâce à la force brute, et ça c'est cool. La fin est très belle, elle est ouverte, elle montre que Denji et Reze peuvent se confondre quand même, que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, c'est très intéressant. Sauf que finalement, peut-être que certaines choses sont toutes noires, au vu de la volonté de Makima de bien traiter le cas des démons et de bien les faire disparaître. C'est plutôt violent. Finalement, rat des villes ou rat des champs, l'important c'est de pas être le rat de Makima. Faut croire. Bref, un tome très important avec un combat qui est assez long, mais qui prend bien le temps de développer les personnages qui y sont, de le faire de manière très intelligente et de faire des références au cinéma. Pour le fil rouge, il y a Denji qui est encore plus enfermé parce qu'il a une porte de sortie qui était démoniaque, un peu certes, mais aussi très agréable et pas si mal que ça. Alors que là, il est conscient d'un truc qu'il veut pas vraiment, qu'il fait juste parce qu'il a quelques petits objectifs qui ont pas grand chose à voir avec. C'est très bien trouvé, Chainsaw Man est très intelligent dans son absurde qu'il montre parfois. Allez, tome suivant. Voilà, Demon Slayer, tome 15. On termine très rapidement l'arc du village de Forgeron qui a fait très fort jusqu'ici. Et là, c'est un peu rapide. On a Tenjiro qui est un peu en stress parce qu'il y a sa sœur qui est presque sous le soleil, à peu de choses près. Mais en même temps, le démon qui est presque sous le soleil et qui est presque battu, donc c'est une course contre le temps et tout ça. Et finalement, l'action finale de Nezuko est stylée, certes, mais je trouve pas ça particulièrement impactant. Ça l'est par la révélation qui est juste derrière, mais par l'action en elle-même, je suis pas bien convaincu. Mais bref, on a eu un Banard qui a développé deux piliers et le frère d'un pilier, qui a mis en scène deux démons, mais alors vraiment pas grand chose à faire de ces deux-là. Mais par contre, comme une lune supérieure a perdu, deux d'ailleurs, Muzan se réveille, d'autant plus avec la révélation qu'il y a à la fin du combat vu que l'éveil de Nezuko est fini. Donc les choses bougent dans le monde. Et donc, comme les démons vont se mettre à être plus présents et à plus bouger, il faut avoir plus de forgerons sur le coup, plus de profondeur sur le coup. D'autant plus que certains ont débloqué une marque qui se développe sous certaines conditions et qui permet de affronter les démons plus facilement. De les affronter tout court, parce qu'à partir du moment où on meurt sans ça, c'est plus facilement. Et donc on a un entraînement. Cet entraînement permet enfin de développer Tomioka, mais qui va parodier avec Tokito. Et c'est assez étrange, mais pourquoi pas. Au moins on a un petit développement. Puis on a un entraînement décomplexé,
assez rigolo, qui met en avant les points forts de chaque pilier, dans chacun des entraînements. Et c'est rigolo, c'est le fait de devoir passer l'épreuve de chacun pour aller de plus en plus loin. D'autant plus qu'on a quelques griefs avec certains des entraîneurs, forcément ça aide pas. Et à côté de ça, on a vite fait entre Genya et Sanemi, qui ont une histoire de frères plutôt compliquée. C'est pas un tome qui change grand chose dans ma vision de Demon Slayer, mais il met en place les pions pour la partie finale, avec des profondeurs au plus haut niveau et des démons qui bougent enfin. C'est très correct. Tome suivant. One Punch Man, tome 22. Ça fait 2 tomes, je crois que j'ai un peu de mal, parce que le rythme a bien ralenti, et que les personnages sont un peu moins intéressants que Garo, par exemple, qui était mis en avant plus tôt. Et donc là, on suit l'attaque des classes S au sein de l'association des monstres. On commence par suivre Petit Empereur, qui a un truc très intéressant par contre, ça y a pas de souci. Parce que celui-ci est assez faible et assez peu compris par les autres, et a du mal à comprendre les autres. Du coup, il se sent à l'écart, et Phoenix Man compte se servir de ça pour dire « Oh, moi aussi je suis à l'écart, moi aussi je porte un masque et c'est ça mon déguisement qui m'a eu depuis le début. » Donc le fait d'avoir un parallèle aussi intense entre le héros et le méchant, bah, c'est très intriguant. Parce que un petit héros est un peu perdu, il ne sait pas vraiment que faire de cette situation. Malheureusement pour nous, il y a Saitama qui revient dans le scénario à ce moment-là, et c'est Saitama, donc c'est moins bon tout de suite. Après on a du Zombieman, il développe pas grand-chose, il n'a pas vraiment de lien avec son adversaire. Il est juste hyper résistant, il passe son temps à mourir, à être détruit, à être brûlé et à se réparer. Et donc forcément, c'est plus intéressant si ce n'est niveau détermination et énergie à revendre, parce que il est là, il bat des monstres impossibles, à la résistance, et au fait le point qu'il abandonnera et qu'il se fera détruire. Pourquoi pas, mais pas grand chose de plus à se mettre sous la dent. On a Bogos masqué très rapidement, qui a du charisme, qui prend le pouvoir sur un petit combat de pas grand chose, mais voilà, finalement, je retiens que le combat de Petit Empereur, les autres m'intéressent pas. Donc j'espère qu'on va pas faire le tour de tous les classes S, ça va être un peu long, ou alors qu'il y aura un développement intéressant entre eux et leur ennemi. Allez, tome suivant. Le final de Demon Tune, eh ben pourquoi pas, c'est une petite histoire courte, ça casse pas 3 pattes à un ninja, mais pourquoi pas. On a le combat final qui marche bien, car le méchant était sympathique. Genre c'est parce que lui, il est perdu, il avait un objectif, il a perdu de vue, ou alors les gens l'ont perdu de vue lui, et ça l'a perturbé, donc il se cache. Et le monstre en quel il se transforme montre très bien sa façon de penser. Et c'est ça que j'aime bien avec les monstres. C'est qu'ils soient réfléchis et sensés quant au personnage qu'il y avait à la base. Car les monstres ne sont que les reflets des maux de l'humanité. À côté de ça, on a Yokimaru, on a Koyukimaru, qui met enfin au point final sa relation avec Fran, et c'est très intéressant, puisque vraiment c'est une amitié palpable et qui sert vraiment dans ce monde pas forcément terrible qui est à Cicero City. En plus, Cicero, c'est pas carré. Voilà. Cette intrigue se conclut plutôt pas mal, en utilisant bien les personnages qu'il y a eu jusqu'ici. Mais c'est la fin ouverte qui me dérange un peu en soi, parce qu'on retrouve un ennemi plus ou moins qui veut pas se battre pour l'instant, qui dit on se reverra plus tard, ça on n'en saura jamais plus. Alors que j'avais pas mal de potentielles intrigues en vue avec lui. On a un voyage sympathique, parce que Koyukimaru est un peu coincé à cause de problèmes administratifs à cause de ce duel et tout ça. Mais son père le laisse parce qu'il a compris que ça devenait un vrai homme, qu'il pouvait voyager, qu'il était bien soutenu. Finalement, on a eu Koyukimaru qui a entrepris un voyage pour sauver son père qui n'arrivait pas à être seul, qui finit par rester seul dans son voyage, sans son père, car finalement cela lui a permis de devenir adulte et plein d'amis. C'est assez beau, petite aventure. Tome suivant. Edelgore, et Grégor, tome 6. Enfin des tomes sur lesquels j'aurai un avis plus preuve. Parce que ça fait pas un mois que j'ai lu, mais ça fait 12 heures, pas plus. Donc Grégor, tome 6, il y a beaucoup d'intrigues comme d'habitude, il y a des transitions assez brutes, mais c'est un peu plus agréable. À chaque fois je me dis que la lecture sera plus agréable une fois qu'on sera plus loin, que je relirai tout d'un coup, et d'avoir toutes les intrigues en entière, sans souci. Mais là, ce tome était même agréable à la lecture directe, et donc c'est un point positif. On suit le combat contre Fauchard, qui marche très bien, car il y a du poison, car il y a de l'attention, des gros pouvoirs, parce qu'ils sont 3 très puissants sur le terrain.
Et ça fonctionne bien car il y a de la tension et que le combat est mystérieux, on ne sait même pas pourquoi il est là. Il tient en haleine donc depuis quelques tomes maintenant, je crois. Derrière, on a des passages très rapides avec Pilin et Atal afin de les remettre sur le devant de la scène rapidement. Et de montrer que eux aussi sont au cœur d'intrigues et de mystères, puisque Pilin se fait capturer par quelque chose en plein milieu d'une action, et que Atal est en train de rejoindre des pirates qui ont leur revanche à prendre contre les faucheurs, et qui en même temps ne supportent pas les Iliens. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué et d'assez personnel et intriguant. Et à côté de ça, on a la capitale qui veut se battre, avec des égides qui discutent entre elles, et avec le groupe de Foa, qui arrive à échapper du bateau grâce au pouvoir de devin de Foa. Ils se perdent dans la nature, qui montre que la nature est également dangereuse, tout comme les faux et les faucheurs. Et évidemment, à cause de ça, ils se retrouvent plus ou moins séparés, puis ils font face à des monstres araignées assez étranges, dont le dessinateur prévient que c'est une sorte de personnification du virus qui nous gêne depuis quelques temps maintenant. Alors pourquoi pas, hein. Bref, mais c'est la montre donc encore une sonne d'attention parce que c'est de nuit, c'est des araignées, c'est assez tendu, tu vois, comme situation. Heureusement, Foa est un bon camarade et a des bons pouvoirs, donc apparaît à la fin pour essayer de les sauver. On a beaucoup de choses à se mettre sous la dent, c'est assez dense, faut bien se concentrer pour tout saisir, les intrigues, pourquoi elles sont là et où est-ce qu'elles vont. Ça va être une fresque immense quand ça sera terminé et que les mystères auront bien avancé. La prochaine fois, on revoit Rost. Mais par contre, des fois, les pouvoirs, ils sont un peu abusés. Hein. Et les transitions aussi. Mais voilà, je reste très fan de Grégor. Allez, toi suivant. Sharing King, Star Edition, tome 6. Le Shaman Fight avance. Et pourtant, on n'a pas de réelles épreuves de celui-ci dans ce tome. On a juste Oro Oro qui a le droit à un développement. Car un développement assez onirique d'ailleurs. On ne sait pas trop la tangente entre rêve et réalité dans ce qu'il raconte. Mais c'est passionnant de découvrir sa vision de l'homme et du lien avec la nature, qu'il faut surtout pas briser, et dont chaque interaction doit être essentielle et importante, et justifiée. Donc évidemment, à ce moment-là, il parle de la chasse, et je prends ce sujet sans souci. Donc ça fait plaisir d'avoir un développement pour Oro autre que son combat qu'il y a eu précédemment. Après ça, il y a pas grand-chose pendant quelques pages, si ce n'est un peu d'humour, parce que pour rendre le voyage plus léger et entre deux scènes assez importantes. Derrière, notre groupe de 5 se retrouve compté à 5 gens à la solde de AO. Le premier mis à l'honneur est évidemment sur la couverture et c'est beaucoup Norio. Et ça se fait plaisir, car c'est un vrai homme, un vrai. Il est déterminé, il est là pour ses camarades, il est là pour sa best place. Il est trop cool et intéressant. Et son combat, pourquoi pas, il est contre un vampire. Évidemment, on est dans Shaman King, c'est pas un vrai vampire, et on découvre ses mystères au fur et à mesure du combat, mais il m'intéresse pas plus que ça cet adversaire. Par contre, c'est pour Boku no Ryu, parce que il se donne, il est bien en phase avec son fantôme, et c'est très intéressant. J'ai hâte de les voir monter en puissance et en utilité ces deux-là, et ça c'est un grand bon point. Derrière, ils font l'encontre d'un groupe qui veut faire le bien en éliminant AO, mais qui le font assez mal, en y allant violent dans les méthodes. La confrontation avec Yo est assez rude, du coup, vu qu'ils ont pas du tout les mêmes façons de penser. Et à côté de ça, on a la grosse découverte comme quoi Ao c'est l'ancêtre de Yo. Une grosse découverte. On a Montayana qui se rapproche de l'action et qui rencontre Ao directement. Et on a surtout un gros teasing pour une transformation qui arrive à la fin de Shaman Fight et qui risque d'être très intéressante pour la suite de l'œuvre. Donc Shaman King est un gros coup de cœur que j'ai commencé donc il y a un an avec cette édition et que je ne regrette absolument pas. Hop, 17 ans et Chronique du Mal, tome 2. C'est le tome qui m'a fait donc attendre un mois pour finir cet épisode. Et je suis plutôt moins conquis. Le premier tome m'avait bien marqué car les situations sont bien fortes et on sent le côté histoire réelle. Ça faisait mal de voir les gens se coincer dans un cercle vicieux et piéger ainsi une fille sans aucune raison. Et là, on a la même chose. Il piège une fille sans aucune raison, qui souffre de plus en plus, car on la brûle parce qu'elle essaie de s'enfuir, on la viole parce que c'est une fille, il faut bien se vider. On la maltraite aussi psychologiquement, évidemment, en lui faisant des blagues du genre « Ah, ton père est mort, MDR !» C'est toujours aussi dur. On a toujours le cercle vicieux
autour des enfants qui sont là, bah oui, on veut se barrer, sauf que bah en se barrant, bah ils se mettent en danger, ils veulent prévenir les gens mais ils peuvent pas parce qu'ils se mettent en danger, ils font des actions parce qu'ils ont peur, ils sont vraiment mis en danger, comme bah en fait, on le voit assez rapidement, le boss de tout ceci est pas tendre, il y en a un, il a pas fait grand chose, il se fait éclater. Alors ceux qui va essayer de fuir, ben, notre personnage principal qui est poursuivi, qui se cache pour l'instant et qui est bien poursuivi partout. Pour l'instant, il y a d'autres personnages qui agissent, comme ben, la sœur de la fille, comme la mère de celui où est la fille, et comme la police. Mais en même temps, personne n'agit réellement car ils sont coincés sur leur bienséance, sur le fait que c'est des gens qu'ils aiment, sur tout ça. Et donc c'est perturbé le fait que tout le monde soit coincé par quelque chose et que personne puisse avancer. Donc j'espère que ça va se décanter dans les deux prochains tomes, car pour l'instant c'était un peu redondant tout ceci. On a le cercle vicieux qui continue, c'est très bien. La mère qui peut pas agir parce que ben, elle est pour son fils, elle peut pas le mettre dans le danger, genre en mode oh là là, mon fils est parfait. Alors que ben, c'est quand même une belle raclure. On a la sœur ben, qui avance petit à petit, mais qui a trouvé sa seule piste en la personne qui est obligée de s'enfuir et de se cacher, donc forcément c'est pas très pratique d'avancer dessus. Alors, pourquoi pas? Ça peut faire une bonne histoire de tirer une histoire réelle, mais j'ai le cul entre deux chaises. En même temps, j'aimerais que ce soit plus romancé pour que ce soit plus agréable et moins redondant par moment. Mais en même temps, bah, c'est une histoire réelle, donc bah, autant nous la livrer de manière frappante et percutante. Je sais pas. Et voilà, c'est déjà tout pour pour les sorties achat manga de janvier. On se retrouve assez vite avec celle de février, vu que c'est la prochaine truc que je devais tourner. J'aurais lu les 9 tomes qui sont en attente là-bas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu vous en janvier. Est-ce que vous avez pensé des tomes ici présentés, si vous les avez lus. N'hésitez pas à faire des trucs utiles sur YouTube pour soutenir mon travail. On se revoit très vite, d'ici là portez-vous bien, faites-vous plaisir, à commémorer bientôt. Ah wow. C'est très mal lancé, attends. Aïe 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 aïe.